Eh bien, bonsoir à tout le monde. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre un problème un peu particulier de la mathématique et de la physique, à savoir la résolution, n'est-ce pas, des équations différentielles de second ordre, n'est-ce pas, qui se met sous la forme f de dy d de y par rapport au temps. Ici, nous allons supposer que y représente ici le déplacement, n'est-ce pas, d'un point matériel, n'est-ce pas, au cours du temps. Alors, pour ce faire, comment est-ce que nous pouvons justement procéder pour résoudre donc ces types d'équations différenciées par des méthodes numériques? Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par poser que la différentielle, n'est-ce pas, de y par rapport au temps, c'est la vitesse. Parce que nous allons supposer ici que y représente en fait le déplacement d'un point matériel. Et bien entendu, lorsque nous prenons la dérivée, n'est-ce pas, au carré de ce déplacement sur le temps au carré, nous voyons bien entendu que c'est la dérivée de la vitesse. Et si nous reprenons donc cette expression, nous remplaçons dans cette équation, nous voyons que cette équation différentielle de second ordre devient en fait une équation différentielle de premier ordre sur la vitesse parce que nous posons que ça, dérivée de y par rapport au temps, c'est la vitesse. Donc, une fois que nous avons donc ces systèmes discrets à résoudre, nous passons donc à ces systèmes discrets 2. Ces systèmes discrets 2, n'est-ce pas, nous permettent de déterminer la position et la vitesse en fonction du temps, donc c'est-à-dire au cours du temps. Donc, nous allons donc poser que la différentielle de y par rapport au temps, c'est une certaine fonction g qui dépend des temps, qui dépend en fait du temps, de la position et de la vitesse. Nous posons que la différentielle de v par rapport au temps est égale ici à une certaine fonction f qui dépend du temps, de la position et de la vitesse. Et donc, nous pouvons dire en général que lorsque vous avez donc posé ce changement de variable, ce système en fait c'est le système discret que vous devez résoudre par des méthodes numériques et non un autre système discret. Alors, à quoi parlons est égal ici à la fonction g. La fonction g n'est rien d'autre que v. La fonction f est inconnue pour le moment. Alors, pour trouver un peu de la fonction f, nous allons transposer ce problème, n'est-ce pas, nous allons transposer cela à un problème physique un peu plus réel, à savoir ici les oscillateurs harmoniques forcés. Alors, c'est quoi un oscillateur harmonique forcé? Un oscillateur harmonique forcé, c'est un oscillateur harmonique amorti. Et donc, les oscillations, n'est-ce pas, sont entretenues par un excitateur, c'est-à-dire un moteur, ça peut être n'importe quoi, qui ici agit sur le système de manière externe. Alors, notre système est constitué ici d'un point matériel, d'un ressort, n'est-ce pas, d'un amortisseur et d'un excitateur. La position de mon point matériel, n'est-ce pas, est repérée par sa coordonnée OM ici, lorsque nous projetons sur l'axe des abscisses. Alors, lorsque nous écrivons la relation fondamentale de la dynamique de ce système, nous obtenons en fait cette équation à résoudre parce que vous allez projeter l'ensemble des forces sur l'axe des abscisses et vous obtenez en fait cette équation, n'est-ce pas, qu'il faut résoudre. Nous voyons que nous avons là la différentielle carrée, n'est-ce pas, de la position par rapport au temps au carré égale à une certaine fonction f, dont nous appelons tout ce qui est situé de l'autre côté de l'égalité une certaine fonction f. Nous avons vu qu'elle dépend, cette fonction dépend du temps, de la position et bien entendu de la vitesse parce que nous allons poser que la différentielle, n'est-ce pas, de d de x par rapport à d de t, c'est la vitesse. Donc, nous voyons que cette expression en fait de la différentielle carrée de y par rapport au temps au carré, n'est-ce pas, ressemble fortement à cette expression. Alors, les méthodes analytiques permettent de trouver généralement une solution sous cette forme, n'est-ce pas, où alpha, n'est-ce pas, c'est le coefficient d'amortissement, bêta, le coefficient de friction, m c'est la masse, F0 c'est l'amplitude de l'excitateur, oméga 0 c'est la pulsation propre et delta c'est le discriminant réduit qui est égal ici à alpha au carré moins oméga 0 au carré. Alors, et donc vous avez donc la solution analytique qui donne ici à travers des logiciels tels que MATLAB, vous pouvez visualiser graphiquement cette expression. Alors, les constantes A et phi sont notamment calculées à partir des conditions initiales sur la position et bien entendu de la vitesse. Donc vous prenez la dérivée de cette expression qui est de la position par rapport au temps et vous avez la vitesse.
Alors, j'obtiens en fait le système. Voici mon système distrait que je vais résoudre. Donc, je pose que la différentielle de x par rapport au temps égal à v qui est égal à une certaine fonction g, comme tout à l'heure. Et je pose que la différentielle de v par rapport au temps égal à une certaine fonction f, où f est égal à tout ceci, bêta sur mv, k sur mx, plus f0 cosinus oméga t. Alors, pour résoudre dans ce système distrait, nous allons passer ici par les méthodes de discrétisation de Runge-Kutadoro-4, où il nous faut calculer les branches L1, K1, L2, K2, parce que pour calculer K2, L2, K2, il nous faut avoir K1, il nous faut avoir L1, il nous faut avoir K1, il nous faut avoir L2. Une fois que nous avons calculé L2, nous passons au calcul de L croix. Pour calculer L croix, il nous faut avoir K2, L2. Il nous faut avoir, pour K croix, il nous faut avoir K2, L2. Ainsi de suite. Lorsque nous avons fini de calculer L croix, nous passons au calcul de L4 en utilisant ici L croix et K croix, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et ensuite, nous calculons directement la position et bien entendu la vitesse et la position. Alors, pour ce faire, j'ai essayé de rédiger un script, n'est-ce pas, ici en C, pour pouvoir vous illustrer cela. Alors, pour ce faire, le script que j'ai rédigé, il est en C et non en Fortran comme j'ai l'habitude de le faire. Pour ce faire, donc, je commence initialement par importer les bibliothèques nécessaires pour effectuer un calcul numérique, à savoir le stdlib, le stdio, le mat.h et le ohf.h. Le OHF représente en fait l'oscillateur harmonique forcé, où j'ai défini l'ensemble de mes fonctions f et g de tout à l'heure. Alors, je commence par définir ici le nombre de discrétisations n, n'est-ce pas, qui est égal ici à 1000. Vous pouvez mettre 10 000 si vous voulez, mais plus ce nombre est grand, plus la précision du calcul est aussi importante et plus le temps de calcul augmente également. Donc, je préfère prendre 1000 pour que ça soit un peu plus rapide. Alors là, vous avez l'indice de boucle, et là, vous avez N0, le nombre de périodes souhaitées. Là, vous avez le temps, la vitesse et le temps, la position et la vitesse. Vous avez bêta, coefficient de friction, M, la masse, K, la raideur du ressort, Fm, l'amplitude de l'excitateur, oméga, la phase, la pulsation de l'excitateur, oméga 0, la pulsation propre du système, alpha, le coefficient d'amortissement, F0, l'amplitude de l'excitateur. Là, vous avez donc delta, le discriminant réduit, la période, le pas de discrétisation, n'est-ce pas, qui servait à calculer le temps. Et là, vous avez la valeur de pi, oméga 1, c'est la valeur absolue de delta. Et L1 et P4 sont en fait des branches de Runge-Kutadoro-4 pour la position et bien entendu la vitesse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence donc par ouvrir, créer un fichier de sortie où je vais ici imprimer l'ensemble des valeurs calculées, à savoir le temps, la position et la vitesse. Donc, je fixe donc là un certain nombre de paramètres, à savoir la pulsation de l'excitateur, n'est-ce pas, qui est égal à 0,5 radians par seconde. Je fixe la masse est égale à 1 kg et je calcule la valeur du pi, la valeur réelle. Il ne faut pas prendre encore avec les 14, donc on calcule la valeur réelle du pi. Ensuite, je commence à demander, je demande en fait l'utilisateur, n'est-ce pas, de m'ancrer ici l'amplitude, n'est-ce pas, de l'oscillateur forcé. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner ici, c'est que nous allons voir deux cas de figure. Au cas où cette amplitude est nulle, c'est-à-dire nous supposons qu'il n'y a pas d'excitateur, n'est-ce pas, dans le système, et nous allons voir comment évolue, n'est-ce pas, la masse au cours du temps. Et nous allons prendre un deuxième cas où l'excitateur existe bel et bien. Nous allons également observer, n'est-ce pas, l'évolution de la masse au cours du temps et comparer en fait les deux phénomènes observés. Alors, je demande à l'utilisateur de m'ancrer ici la valeur de K, qui est bien entendu un paramètre physique positif, n'est-ce pas? Et je calcule F0 qui est égal à Fm sur M, comme vous avez vu sur la formule. Donc, rien n'est fait au hasard. Ensuite, je pose les conditions sur K, c'est-à-dire K doit être positif et différent de 0. Si c'est K égale à 0, alors il n'y a pas de ressort. Ensuite, je calcule la valeur de bêta. Je demande à l'utilisateur de manquer la valeur de bêta, le coefficient de friction, n'est-ce pas? Et ce coefficient doit être positif également, sinon
vous devez ancrer autant de fois que vous comptez sur la valeur, autant de fois vous allez ancrer, n'est-ce pas, la valeur pour que vous puissiez avoir ici une bonne valeur pour démarrer le calcul. Donc, je pose là les conditions sur bêta. Bêta doit être positif ou égal à 0. Si bêta égale à 0, nous sommes dans le cas d'un oscillateur à mon équilibre, mais forcé. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, votre système il peut péter parce que si l'excitateur a une pulsation élevée, n'est-ce pas, les oscillations vont devenir trop fortes, le système va commencer à vibrer, par conséquent, ça va créer des dégâts. Donc, là, nous avons en fait le nombre de périodes, n'est-ce pas, pour pouvoir calculer ici la période même, n'est-ce pas, souhaitée. Et là, je fais en fait l'initialisation sur le temps, n'est-ce pas, t égale 0, n'est-ce pas, le temps doit être nul. On fait l'initialisation sur le temps, l'initialisation sur la position et là, l'initialisation sur la vitesse. Alors, une fois que cela est fait, je calcule l'ensemble des paramètres alpha qui est égal à bêta sur deuxième, comme vous avez vu sur les slides, qui est égal au coefficient d'amortissement, oméga 0 qui est égal à K sur M plus action propre, delta qui est égal à alpha au carré moins oméga 0 au carré, le discriminant réduit, n'est-ce pas, c'est très important. Ensuite, je pose les conditions sur delta. Moi, je m'intéresse au cas où le discriminant est nul, R inférieur à 0, c'est-à-dire nous avons des solutions complexes. Alors, si nous avons donc des solutions complexes, je calcule donc oméga 1 qui est égal à la valeur absolue, n'est-ce pas, de delta, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que delta il est inférieur à 0. Je calcule donc à partir de oméga 1, je calcule la période qui est égale à 2 pi n0 divisé par oméga 1. Donc, c'est très simple et c'est pratique. Une fois que cela est fait, je calcule donc le pas de discrétisation qui est égal à la période divisé par le nombre de discrétisations. Vous voyez en fait que le schéma en fait se suit. Vous ne pouvez pas calculer un paramètre sans avoir les conditions d'ancrer initialement. Donc, pour pouvoir calculer les paramètres nécessaires au démarrage du calcul, avec le pas de discrétisation, vous avez besoin de la période. Et pour avoir la période, vous avez en fait besoin d'oméga 1 et de n0. Sans ces paramètres, vous ne pouvez pas calculer h. C'est très simple. Alors, j'affiche en fait les différentes valeurs. Ensuite, je pose la condition aussi si delta est supérieur à 0, c'est-à-dire positif, ce cas ne m'intéresse pas. Alors, je sors complètement de la boucle. Et là, j'ai fait l'initialisation complète du temps, la vitesse, du temps, la position et de la vitesse. Donc, une fois que cela est fait, je passe ici à la discrétisation du temps. C'est-à-dire, pour avoir le temps à l'instant i plus 1, il me faut avoir le temps à l'instant i plus le pas de temps. Pour comprendre ce que cela signifie, lorsque i égale 0, il dit t de 1 égale à t0 plus h. Ça veut dire h a déjà été calculé, c'est une constante. Ça veut dire si vous n'avez pas t0, il ne pourra pas démarrer le calcul, il ne va pas comprendre parce qu'il va vous afficher des erreurs. Donc, une fois pour calculer donc i plus 1, il vous faut avoir i. C'est pour cela que j'ai fait donc à ce niveau l'initialisation, n'est-ce pas, t de i égale à t0, et x de i égale à x0 et v de i égale à v0. Ces initialisations proviennent en fait de ces conditions initiales à ces niveaux sur la vitesse et sur la position et bien entendu sur le temps. Alors, une fois que cela est fait, je passe ici au calcul des branches de Runge-Kutta, n'est-ce pas, où pardon, F2 représente en fait fonction 2, c'est-à-dire c'est l'abrégation de fonction en fait. Fonction 2 c'est G, fonction 1 c'est F. Alors, pour calculer L1, comme vous l'avez vu sur la photo, sur le slide précédent, L1 en fait c'est H, pas de discrétisation, fois la fonction G, n'est-ce pas, qui dépend en fait de T, X et V. P2 c'est H fois la fonction 1 qui est F, T, X, V. Et puis des paramètres, n'est-ce pas, de cette fonction, notamment alpha, oméga, F0 et oméga. Ensuite, pour calculer L2, il vous faut forcément avoir L1 et P1, sinon ça ne marche pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez que L2, n'est-ce pas, au niveau de la fonction 2, c'est plus X et I comme ici, c'est X et I plus L1 sur 2 et V de I plus P1 sur 2. Sans ça, ça ne marche pas. C'est un système d'équation couplé. Pour calculer X, j'ai besoin de V. Pour calculer V, j'ai besoin de X. C'est comme ça. P2 dépend de L1
et de P1. L croix, n'est-ce pas, TDI plus H sur 2, L2 sur 2, P2 sur 2. P croix, exactement la même chose, L2 sur 2, P2 sur 2. L4, n'est-ce pas, c'est L croix, c'est-à-dire XI plus L croix, VI plus P croix. P4, c'est XI plus L croix, VI plus P croix, plus l'ensemble des autres paramètres, notamment alpha, oméga 0, F0 et oméga, qui sont déjà les paramètres qui ont été calculés initialement. Ces paramètres sont injectés automatiquement dans cette fonction vu que ces valeurs sont connues. Une fois que cela est fait, donc je calcule la position x, xi plus 1 égale à xi plus l'ensemble des quatre branches pour la position, c'est-à-dire L1 plus 2 fois L2 plus 2 fois L3 plus L4 divisé par 6. Vous voyez? Ça, en fait, c'est la formule similaire au calcul des intégrales par la méthode de Simpson. Il fait également la même chose sur la vitesse. VI plus 1, VI plus P1 plus 2 fois P2 plus 2 fois P3 plus P4 divisé par 6. Donc là, je calcule la position et là, je calcule la vitesse. Donc, je vous ai dit tantôt, sans la position, vous ne pouvez pas calculer la vitesse et sans la vitesse, vous ne pouvez pas calculer la position. C'est ça, en fait, le schéma de discrétisation de Runge-Kutta d'ordre 4. Vous pouvez utiliser Runge-Kutta d'ordre 2, les méthodes Adam-Bachford d'ordre 2, d'ordre croix ou les méthodes prédicteur-correcteur. Donc, une fois que cela est fait, donc, j'imprime le temps, la position et la vitesse dans le fichier qui a été initialement créé. Donc, une fois que cela est fait, je vais essayer d'exécuter en fait mon script, notamment en tapant ici le GCC, n'est-ce pas, qui est en fait le shell qui me permettra d'interpréter ici mon script. GCC comme le programme mère. En fait, j'ai oublié aussi de vous montrer en fait à quoi ressemble. Je vous ai dit que j'ai introduit ici une fonction ohf.h. Alors, la fonction ohf.h, en fait, c'est un sous-programme externe que j'appelle dans mon script mère qui contient en fait les fonctions 1 et les fonctions 2. La fonction 1, comme nous l'avons dit tantôt, n'est-ce pas, dépendait en fait, c'était bêta sur m. Or, alpha, c'est bêta sur 2m. Donc, vous allez simplifier, les deux vont partir, vous allez rester avec bêta sur m, qui est dérivé de x par rapport au temps qui est égal à la vitesse, et moins oméga 0 au carré de x plus f0 cosinus oméga t. Donc, ça, c'était ça, la fonction, n'est-ce pas, f. Et la fonction 2, n'est-ce pas, qui ne dépend que du temps, la position et la vitesse est égale juste à v, comme je vous disais tantôt. Donc, une fois que vous définissez donc vos fonctions comme ceci, le programme va injecter donc l'ensemble de ces valeurs comme le alpha, oméga 0, oméga, f0, n'est-ce pas, ont déjà été calculés. Le programme viendra juste injecter ces valeurs dans le programme. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ancrez les bons paramètres, n'est-ce pas, le programme n'affichera pas d'erreur. Donc, je n'ai qu'à taper ici GCC, n'est-ce pas, main-o prod. J'attends. OK, et puis je tape juste là, prod. Ensuite, je vous ai dit que ici, nous allons voir le cas où il n'y a pas d'excitateur. Donc, nous allons prendre l'amplitude nulle à ce niveau 0.0. Nous prenons K égale 1. Nous prenons ici bêta égale à 0.5. Nous prenons N0 égale 8. Nous prenons T0, l'initialisation du temps 0.0. X0 égale à 4.0. V0 égale à 0.0, vitesse initiale à l'instant initial. 0. Et puis, ça calcule les bêta, gamma, pas de temps, tout ce qui va avec. Ensuite, je vais juste appeler ici un script spécial, n'est-ce pas, new plot, n'est-ce pas, que nous pourrons voir ici prochainement, qui me permet de visualiser graphiquement le plot. Dès que je fais cela, et là, vous avez en fait l'image qui est obtenue. Donc, vous voyez que lorsqu'il n'y a pas d'excitateur, n'est-ce pas, pour entretenir les oscillations de mon pont matériel au cours du temps, nous voyons que plus le coefficient, n'est-ce pas, d'amortissement sera élevé,
n'est-ce pas, plus les amplitudes diminuent que rapidement. Les amplitudes diminuent de façon exponentielle. Si vous avez vu la formule analytique, vous voyez que les amplitudes, n'est-ce pas, des oscillations sont de nature exponentielle. Donc, ça veut dire que ça dépend en fait de alpha. Donc, plus alpha est grand, plus ces amplitudes diminuent très rapidement et de manière exponentielle. C'est tout à fait normal et logique. Maintenant, que se passe-t-il si nous avons un excitateur, n'est-ce pas, d'amplitude égale 1, K égale 1, nous reprenons en fait les mêmes valeurs, bêta égale à 0.5, N0 égale à 8, T0 égale à 0.0, 4.0, X0, 0.0, ok, et puis nous réexécutons le script pour visualiser en fait graphiquement ce qui se passe. Voilà. Vous voyez que lorsque nous avons en fait un excitateur, n'est-ce pas, nous voyons que les amplitudes diminuent brutalement dû à une valeur trop élevée du coefficient d'amortissement. Mais à partir de t égale à 10 secondes, n'est-ce pas, l'excitateur commence à faire son travail, c'est-à-dire il commence à maintenir ici des oscillations de mon pont matériel constantes au cours du temps. Les oscillations en fait deviennent en fait des oscillations harmoniques, libres, sans amortissement dans le temps. Donc, il en va de même pour la vitesse en vert et la position en, bien entendu, en jaune. Donc, en présence ici d'un excitateur ou une force extérieure qui entretient ici les oscillations au cours du temps, n'est-ce pas? Si vous prenez sa forme harmonique, il est tout à fait normal que, à partir d'un certain temps, n'est-ce pas, les oscillations commencent à être entretenues. C'est justement ça, n'est-ce pas, l'objectif de l'excitateur. Donc, nous prenons en fait un autre exemple, Fm égale 2, K égale 1, bêta égale à 0.8, N0 égale 10, T0 4.0, 0, ok, et puis nous exécutons le script. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que cela se passe. Alors vous voyez justement que lorsque à t égale 0, la masse est située à une position de 4 cm, 0,4 cm. Et puis vous voyez que l'amplitude diminue, n'est-ce pas? Nous situons à partir de t égale à 10 secondes, n'est-ce pas? Les amplitudes sont maintenues, n'est-ce pas, à disons une hauteur de 2,5, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez donc ici jouer avec l'ensemble de ces paramètres et voir justement ce qui se passe en présence d'un excitateur ou en absence d'un excitateur, n'est-ce pas? Il y a bien entendu un comportement propre au système, n'est-ce pas, que vous pouvez notamment étudier. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'il est possible de résoudre, n'est-ce pas, les équations différentielles de second ordre, n'est-ce pas, qui dépendent notamment des positions d'un ensemble de paramètres, des dérivés, n'est-ce pas. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de résoudre, n'est-ce pas, ces équations différentielles dépendant ici des fonctions puissance. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir des trucs avec genre y carré, y puissance 3, etc., etc. Donc, n'oubliez pas de vous abonner ici à ma page Facebook, Marcus 2.0, ou à ma chaîne YouTube, Marcus 2.0. On se dit à bientôt ici pour